Salut à tous. Je suis ravi d'être là pour apporter la petite touche mobile à cette journée de conférence. Car oui, je vais vous parler de développement iOS. Bon, je vais commencer à me présenter. Je m'appelle Martin, je suis développeur iOS chez Blablacar depuis 2 petites années. Et aujourd'hui, je vais vous parler de modulariser et scaler le développement des applications iOS. Voilà. Donc, avant d'aller directement dans le vif du sujet, je voudrais juste qu'on se pose 2 secondes sur ce mot scaling qui est dans le titre de mon talk. Car la plupart du temps, quand on parle de scaling, on parle de comment concevoir un service qui va pouvoir tenir la charge quand des millions d'utilisateurs se connectent dessus. Comment on fait pour faire un service qui tient la charge quand il y a des millions de connexions qui se font dessus, etc. Et dans le cadre de ma présentation, le mot scaling il aura un sens un peu différent parce qu'il s'agira de scaler le développement des applications iOS. Donc comment on fait pour s'organiser afin d'avoir un projet, afin d'avoir une application dans laquelle il est toujours facile de rajouter une fonctionnalité, toujours facile et toujours rapide d'ajouter des fonctionnalités. Donc voilà, c'est le sens que je veux donner au mot scaling aujourd'hui. Et aussi dans le titre de mon talk, il y avait cette histoire de modularisation. Donc un module, qu'est-ce que c'est ? C'est une unité logique de l'application. Donc ici, j'ai schématisé un peu vulgairement l'application Blablacar. Il y a plein de modules différents, le réseau, la recherche, le paiement, etc. Donc tout ça, c'est des unités logiques qui ont un contrat public avec l'application. Donc le networking, son contrat, c'est de faire des requêtes HTTP, par exemple. Et donc, il faut voir tous ces modules comme des boîtes noires, en fait, qui font une chose pour l'application. Et modulariser l'application, c'est tout d'abord identifier ces différentes unités logiques et les extraire en dehors de l'application principale. Donc ça, c'est ce qu'on a fait à Blablacar au cours de l'année passée. Et je voudrais passer le reste de la présentation à vous expliquer pourquoi on a fait ça. Pourquoi, comment et surtout qu'est-ce que ça nous apporte en définitif. Donc, on avait 3 motivations initialement qui nous ont poussé à se dire allez, ok, on se pose 2 secondes et on va passer un peu de temps pour modulariser l'application. La première motivation, c'était qu'on commençait à être vraiment beaucoup de développeurs iOS à travailler sur notre appli iOS, bien sûr. On était à un moment donné un peu plus de 10. Donc 10 développeurs iOS sur le même projet, c'est vraiment pas la norme. Souvent, on est quand même un peu moins nombreux. Là, on commençait à se marcher dessus. On avait beaucoup de problèmes, comme par exemple des problèmes de merge conflict. Dans un projet iOS, il y a beaucoup de choses qui sont des formats propriétaires. Et quand on a des conflits de merge dessus, c'est impossible à résoudre. Pas toujours, mais parfois ça l'est. Donc voilà, ça c'était notre première motivation. Ensuite, on avait des temps de compilation extrêmement longs. Donc, quand je dis extrêmement long, c'est qu'il nous fallait environ 10 minutes pour compiler notre projet et dérouler les tests unitaires. 10 minutes, on est tous d'accord, je pense, c'est pas acceptable, hein, c'est pas des conditions super agréables pour le développeur. Et donc, il fallait qu'on arrête ça. Dernière motivation, et c'était notre envie et notre besoin de toujours aller plus vite. Donc on avait toujours une roadmap hyper ambitieuse et on voulait livrer ces nouvelles features qu'on voulait voir live dans les mains de nos utilisateurs. Voilà, donc sachant ça, on s'est dit allez, on y va, on commence à modulariser et on a tout de suite su qu'on avait un certain nombre de challenges, un certain nombre de contraintes au final qu'il fallait respecter. La première étant qu'on avait besoin de garder une seule application. Je dis ça parce qu'au final, sur l'application Blablacar, il y a deux acteurs principaux, les conducteurs et les passagers. On aurait très bien pu se dire, bon, c'est facile, hein,
On coupe la poire en deux, on fait une application pour les conducteurs, une pour les passagers, on met toutes les features des conducteurs à gauche, toutes les features des passagers à droite, et au final, on a deux produits un peu distincts qui sont beaucoup plus simples. Donc on aura des bases de code des deux côtés plus petites, on peut même couper l'équipe en deux, etc. Mais ça, on ne pouvait pas le faire parce que sur la plateforme, il y a plein de membres qui sont à la fois des conducteurs et des passagers, donc on avait besoin de garder une seule application pour tout le monde. Deuxième contrainte, deuxième challenge, c'était le temps. C'était le temps parce que voilà, là, on avait ce projet technique de modularisation qu'on souhaitait faire, et à côté, on avait toujours notre roadmap ambitieuse qu'on avait besoin d'attaquer. Et donc, on ne pouvait pas se dire, allez, c'est parti, tous les développeurs iOS, vous faites la modularisation, les millions de membres, c'est pas grave, hein, ils vont attendre qu'on soit content techniquement de notre produit, et puis voilà. Donc non, il y avait une contrainte de temps. Et enfin, dernier challenge, c'était la performance. Parce que quand on modularise une application, comme je disais, on met plein de choses en dehors de l'application, et quand celle-ci, elle se lance, elle doit, au démarrage, se linker dynamiquement avec tous ces modules qui vivent en dehors, et ça prend un peu de temps. C'est une opération un peu coûteuse, donc il faut faire attention. Il faut toujours avoir ça en tête, toujours surveiller le temps de lancement de l'application. Donc voilà, à ce stade de la présentation, on a une vague idée de ce que ça implique une modularisation. Il s'agit de bouger plein de choses dans tous les sens, faire communiquer toutes ces choses-là ensemble. On pourrait se dire, ça va être quand même un sacré chantier. Finalement, le résultat, il va pas être super, super acceptable. Peut-être qu'il y aura des lags pour l'utilisateur final. Peut-être que visuellement, ça sera assez choquant finalement. Et je voudrais vous montrer que ce n'est pas le cas avec cette petite vidéo. Donc c'est l'application Blablacar. Donc là, je fais une recherche d'un trajet. J'en trouve un qui me convient. Une fois que j'ai regardé les détails, je me dis, bon, c'est parti, je réserve le siège, je procède à un paiement, on me dit que j'ai réussi mon paiement, et ainsi de suite. Et à la fin, je retombe sur la page d'accueil de l'application. Donc, en faisant tout ça, je vais mettre pause. En faisant tout ça, je suis passé à travers plus de 5 modules. Donc voilà, 5 modules, il n'y a pas eu de problème de lag, tout est fluide, visuellement ça le fait, donc on est content. Donc voilà, ça c'est notre résultat, et maintenant je voudrais vous montrer, nous, comment on s'y est pris un petit peu à Blablacar pour en arriver là. Avec quand même un premier constat, c'est que c'est difficile. Alors c'est difficile de faire ça pour plein de bonnes raisons, j'ai pas le temps de toutes les couvrir, mais la principale étant quand même que, en tant que développeur iOS, on n'est pas habitué à travailler comme ça. Modulariser une application, c'est pas vraiment dans nos habitudes en tant que développeur iOS. Parce qu'au final, depuis le départ, depuis que Apple a ouvert le store à nous, développeurs, le deal, c'est quoi? Le deal, c'est de fournir une application Apple que eux ensuite, ils distribuent sur le store. Donc nous, tout simplement, depuis le départ, qu'est-ce qu'on fait? On fait un projet, on fout tout au même endroit, on package l'ensemble et on le donne à Apple. Jusque-là, ça marchait très bien parce que, et surtout au début parce qu'on faisait des applications assez simples. C'était souvent des petites listes d'articles à lire, etc. Maintenant, les choses commencent à changer puisque nos applis, elles deviennent de plus en plus complexes. On est de plus en plus nombreux à travailler dessus. Et donc, on ne peut plus se permettre de tout mettre au même endroit. Surtout avec l'arrivée de nouveaux appareils comme l'Apple Watch. Avec ces appareils, on a besoin finalement de partager un bout de code entre la Watch et le téléphone portable. Et ça se fait en faisant des modules. Donc voilà, Apple, il nous pousse quand même dans la bonne direction à ce niveau-là. Donc nous, pour faire cette modularisation, on s'est appuyé sur vraiment 3 piliers principaux. Avec comme premier pilier, afin d'avoir une expérience utilisateur homogène, une librairie de composants graphiques centralisés. Comme ça, chaque module peut utiliser ce catalogue de composants pour construire ses écrans. Et donc, chaque module a la même tête et on est content du résultat. Deuxième pilier, c'est le fait d'avoir des modules, des features autonomes. Alors là-dessus, j'insiste.
c'est hyper important que les modules soient autonomes, parce que comme ça, quand on compile un module, on compile exclusivement ce module. Parce que si jamais un module donné dépendait d'un autre, et qui lui dépendait d'un autre, et ainsi de suite, eh ben, on compilerait la Terre entière, et l'intérêt de la modularisation serait un peu réduit. Dernier pilier qui nous a aidé à modulariser notre application, c'est un système d'orchestration. Donc, je disais, on a tous ces modules qui gravitent autour de notre application principale, et il faut quand même un moyen pour que l'appli elle communique avec ces modules. Et ben, d'introduire un petit système d'orchestration, ça facilite énormément les choses, et c'est là-dessus que nous on s'est appuyé pour faire notre modularisation. Donc je voudrais maintenant vous montrer un peu à quoi ça ressemble côté code, et surtout à quoi ça ressemble un module au final. Donc je reprends le schéma que je vous ai montré en début de présentation, et je vais prendre l'exemple du booking. Donc le booking, qu'est-ce que c'est? C'est quand un utilisateur est en train de réserver un siège, il trouve un trajet qui lui convient, il se dit, bon bah tiens, allez, je souhaite réserver ce siège-là, je paye la contribution au conducteur, et c'est bon, ma place m'est réservée. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce module? Il y a tout d'abord tout un tas de modèles, de view modèles, de view controllers, de view presenters, ça dépend de l'architecture que vous souhaitez mettre en place. À côté de ça, il y a un tas de vues. Ces vues, elles utilisent, comme je disais, le module de composants graphiques qui est centralisé. Et à côté de ce module de booking, on a naturellement notre application qui doit, du coup, interagir avec le module de booking. Et là, du coup, comment ça se passe? Comment l'application interagit? On pourrait très bien se dire, c'est facile. Voilà, je suis dans l'app, j'importe le module de booking, je prends le premier écran, je l'affiche, j'attends que l'utilisateur interagisse avec. Une fois qu'il a fini d'interagir avec, je récupère les résultats, je prends le deuxième écran, je l'affiche, et ainsi de suite. Mais ça c'est vraiment pas pratique. Hein. Parce qu'au final, l'application qui est le client c'est elle qui consomme le module de booking, c'est elle le client du booking. Elle ne sait pas quel écran afficher en premier. Elle ne sait pas quel écran afficher en deuxième, ainsi de suite. Il faudrait que le module de booking ait une documentation super à jour pour que l'application puisse l'utiliser correctement. Pour faciliter un peu les choses, nous, dans chaque module, on a introduit un coordinateur. C'est un petit composant qui a un but très précis. Il a pour mission de démarrer le module et de gérer le flow à l'intérieur du module. Donc d'afficher le premier écran, le deuxième, le troisième, jusqu'à la fin, et ensuite notifier l'application qu'il a fini de faire son travail. Et à quoi ça ressemble ce coordinateur? C'est un truc tout simple. Donc c'est un coordinateur, c'est un protocole. Donc chaque coordinateur implémente ce protocole. Un protocole en Swift, c'est comme une interface en Java qui a deux méthodes, start and close. Ça fait rien d'autre et ça couvre tous nos use cases. Donc voilà, on a un moyen de communiquer facilement entre l'app et le module. Et comme je disais tout à l'heure, quand on book un siège, on effectue un paiement à un moment donné. Donc, le module de booking a besoin d'effectuer un paiement. Et comment ça se passe? Quand on développe le module de booking et qu'on a dû implémenter le paiement, première solution, un peu naïve, c'est de dire, c'est facile, je suis dans le module de booking, j'importe mon module de paiement, je lui dis, c'est bon, allez, fais un paiement de 7 € et puis on passe à la suite. Eh bien, non. On ne veut absolument pas faire ça parce que on s'était fixé, rappelez-vous, dans les piliers, que nos modules devaient être autonomes. Sinon, on se retrouve à compiler la Terre entière et on perd l'intérêt de la modularisation. Donc, pour pallier à ce problème, les modules contiennent un autre petit objet qui s'appelle l'interaction. Donc, l'interaction, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un type abstrait qui décrit un comportement. Ça peut être ce que vous voulez. Donc ici, dans le cadre du booking, l'interaction, c'est une interaction de paiement qui dit juste « démarre le paiement de tel siège ». Bon, après, il y a des détails de UIKit pour la partie vue. Et donc,
cette interaction, c'est un type qui est défini dans le module de booking, et l'implémentation de ce truc-là, il est fait dans l'application. Et c'est cette implémentation-là qui, elle, utilise le module de paiement. Et ensuite, l'implémentation, elle est injectée du coup dans le module de booking. Et donc, par transitivité, le module de booking utilise le module de paiement sans même le savoir. Donc voilà, c'est simple, mais c'est extrêmement puissant et ça couvre nos besoins. Pour les tests unitaires, c'est aussi super pratique. Notre module de booking, il a des types qu'on peut moquer hyper facilement et du coup, c'est assez simple de tester. Donc voilà, on a vu pourquoi on voulait faire ça, comment on le faisait. Maintenant, je voudrais vous expliquer finalement qu'est-ce que ça nous a apporté. Et là, je pense que c'est la partie la plus importante de ma présentation. Avec comme premier avantage, ça a rendu notre projet scalable. C'est-à-dire que maintenant, quand on a besoin de rajouter une fonctionnalité à notre appli, on ne se pose pas 10 000 questions, on crée un nouveau projet, on a dedans notre coordinateur, nos interactions, et on sait directement comment l'application elle va interagir avec. On peut empiler autant de modules qu'on veut, il n'y aura pas de problème. Ensuite, ça a amélioré vraiment notre flow de développement. C'est-à-dire qu'avant, quand on faisait un nouvel écran ou quand on faisait une nouvelle fonctionnalité, eh ben, on devait compiler toute la grosse application, là, donc les 10 minutes dont je parlais tout à l'heure. Et ensuite, on devait chercher le nouvel écran dans l'application. Donc parfois, il est au fin fond de l'appli, il faut vérifier 36 000 conditions pour y accéder. Et ensuite, voilà, on pouvait tester est-ce que ça marche, ce que je viens de faire. Et du coup, si ça ne marche pas, ben, on est reparti pour cette gymnastique infernale. Là, avec cette approche, on a un projet d'exemple par module. Donc c'est juste un petit projet qui lance le module. Donc quand on a fini de développer un nouvel écran, on compile et en 2 secondes, il y a le nouvel écran qui s'affiche à l'écran. On peut directement interagir avec, on peut le montrer au designer, au product manager, etc. Et du coup, on a des feedbacks vraiment rapidement. Donc ça, on en est super content. Ensuite, troisième avantage, c'est les temps de compilation qui sont réduits, vu que maintenant on compile le module sur lequel on est en train de travailler et rien d'autre. Et donc, adieu les 10 minutes de compile. Et du coup, mécaniquement, ça encourage les développeurs à écrire plus de tests unitaires. Avant, avec les 10 minutes de compilation, on se posait vraiment la question ok, je viens d'écrire une nouvelle feature, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup là d'écrire un petit test pour ça On est d'accord, on ne devrait jamais se poser la question. Et là c'est plus le cas, on ne se la pose plus. Cinquième avantage, c'est que by design, avec cette approche, on a une base de code beaucoup plus saine. C'est-à-dire que chaque module voit seulement son contenu. Il n'a même pas conscience des autres modules. Il ne peut pas tricher en utilisant un petit type par-ci, un type par-là. Et donc, dans chaque module, on décrit les modèles de manière exhaustive et qui correspond vraiment à ce que fait le module. On n'a pas des champs en trop qui sont optionnels dans tel cas et qui sont valorisés dans un autre cas. Donc là, on a des choses vraiment plus claires. Et enfin, dernier avantage que j'affectionne vraiment beaucoup, c'est que ça nous motive à être vraiment créatifs. C'est-à-dire que du point de vue de l'application, tous les modules, c'est vraiment des boîtes noires. L'application, elle s'en fout de ce qu'il y a dedans. Un module, on l'implémente comme on veut. L'implémentation de chaque module, c'est un détail. Donc on peut faire un module en MVC, un en MVVM, un en React Native, si on veut. Peu importe, tant que le contrat public est respecté, tout se passera bien. Donc voilà. Là-dessus, je voudrais conclure que vous l'avez sûrement deviné, cette modularisation à Blablacar, ça nous a apporté énormément de bénéfices. On en est super content, mais ça avait quand même un coût assez important à ne pas négliger. C'est-à-dire que nous, la première fois qu'on a voulu extraire un module de notre appli, ça a pris environ 2 mois à 2 développeurs. Donc c'était assez long. Ensuite, bon, bien sûr, le premier module, c'est toujours le module qui coûte le plus cher à extraire. Et ensuite, ça a été beaucoup plus vite par la suite.
Donc voilà, posez-vous quand même la question si cette approche vous intéresse. Si vous travaillez sur un petit projet à 2 développeurs, peut-être que c'est pas, peut-être ça vaut sûrement pas le coup pour vous. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez enfin, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Ah oui, et le livre que j'ai choisi, c'est un livre de objc.io qui s'appelle App Architecture. Et c'est un livre dans lequel 3 personnes écrivent un peu la même application, mais avec des architectures différentes. Oui. On a une question à l'étage au premier rang. Je voulais savoir du coup si la UI et le network sont des modules à part entière, c'est-à-dire que chaque élément métier dépend de ces 2 modules-là. Comment ça s'interroge entre les deux? Oui, alors il y a un truc que j'ai pas précisé. Bon, j'ai vraiment insisté sur le fait que chaque module doit être autonome et dépendre de rien du tout. Mais en fait, on distingue les modules features et les modules un peu plus techniques. Donc les modules techniques, c'est les modules type network, etc. Et un module de feature a le droit de dépendre sur des modules techniques, mais n'a pas le droit de dépendre sur d'autres modules feature. Voilà, c'est un peu la contrainte qu'on s'est fixée, mais j'ai pas voulu rentrer dans les détails à ce point-là. Merci. Je suis là si tu veux. Je pense que tu viens un peu de répondre à ma question, mais la question que je me posais, du coup, c'est où est défini le protocole coordinator? Le protocole coordinator, il est dans un module aussi qu'on appelle nous contract, qui a beaucoup de protocoles et qui est souvent apporté par plein d'autres modules. Ouais. Est-ce que cette modularisation elle a été reprise par les équipes Android ou front web? Non. En web, en tout cas, non. En Android, ils ont un autre sujet de modularisation, mais c'est pour des buts assez différents. Parce que si je ne me trompe pas, il y a une histoire de modularisation qui permet sur le Play Store d'afficher une partie de l'application sans même l'avoir téléchargée. Et c'est pour ça qu'ils modularisent leur appli, mais pas pour tout ce que je viens de détailler aujourd'hui. Je ne sais pas si ça répond à la question. On reprend une question en haut. Bonjour. Ton pattern avec les coordinateurs, interactions et compagnie, genre l'idée est venue comment en fait? Est-ce que tu as lu de la littérature dessus? Tu disais que Apple encourage la modularisation. Alors le pattern coordinator, c'est un truc qui devient de plus en plus connu dans l'écosystème iOS. C'est pas nous qui l'avons inventé. Hein. L'interaction, elle, ça je l'ai jamais vu nulle part ailleurs, mais ça a sûrement un autre nom en fait, mais nous on appelait ça interaction. C'était juste pour... au final on a assez itéré, on a assez tâtonné, c'était vraiment dans l'objectif d'éviter les dépendances entre 2 features. Donc voilà, c'est un peu en tâtonnant qu'on est arrivé là-dessus. Okay. Allez, on en prend une dernière. Ouais, je suis là. Ici à droite, ouais. Là. Ouais, tu l'as dit tout à l'heure, la mise en œuvre de cette stratégie technique, elle avait un impact fort sur la roadmap produit. Comment tu as fait pour convaincre un peu tout le monde et aligner sur on y va pas? Est-ce qu'on t'a demandé des objectifs chiffrés ou des estimations sur voilà, ça va nous permettre de faire je sais pas, 10 fois plus de release, etc. Ou est-ce que juste parce que tu as donné une liste de bénéfices et on s'est dit ok, on y va, de toute façon c'est sûr que ce sera mieux? La liste des bénéfices, justement, on ne l'avait pas au départ. On savait que ça allait nous apporter pas mal d'avantages, mais on n'en était pas aussi sûr que ça. Et en fait, on a eu un peu de chance, c'était qu'on arrivait dans une période un peu creuse, c'était l'été l'an dernier, et on avait une petite marge en fait. On pouvait libérer 2 développeurs et les lancer là-dessus. Donc on n'a pas dû faire un lobbying extraordinaire pour se libérer du temps et partir sur cette migration. Mais c'était surtout, au final, là, les 10 minutes de compilation et ainsi de suite,
Et on s'est beaucoup plaint et je pense que ça résonnait pas mal chez Blablacar et on n'a pas eu à justifier énormément pourquoi on faisait ça en fait. Alors, à qui, quelle est la question que tu veux récompenser? Peut-être l'interaction en haut, l'interaction entre les dépenses entre les modules. La Ok. première question. Merci.